Bonjour à tous. Donc, je voudrais d'abord excuser Jean-Christophe Payan parce que, par rapport à des petits problèmes de santé, il m'a demandé d'intervenir à sa place. C'est notre spécialiste, mais nous sommes obligés de nous adapter aussi. Et nous sommes plusieurs maintenant à intervenir sur les problèmes d'irrigation en vigne. Je voudrais aussi tout de suite citer que les travaux qui sont présentés, il y a beaucoup de partage avec les chambres d'agriculture. Il y a des choses fondamentales qui viennent de mes collègues de l'INRA Pêche Rouge. Et puis sinon, changement d'époque, j'ai réalisé ce matin qu'il y a 30 ans, j'étais élève ingénieur à Montpellier avec deux grands professeurs, Champagnol, que si vous vous posez des problèmes d'irrigation, de stress de la plante, vous pouvez relire, de Denis Boubals. Et à l'époque, irrigation n'avait pas le droit d'en parler. C'était encore les gros mots du passé, de vignoble de masse. Irrigation qualitative, à mon avis, si j'avais posé la question, ça aurait été de l'hérésie en pays cathare. Dans les années 90-92, en arrivant à l'ITV, Christophe travaillait sur le stress de la plante, mais pas sur l'irrigation. Pour avoir un contrat de recherche, on ne mettait pas le mot irrigation. Et puis, il y a eu une année charnière, une année, je crois que c'est lanceur d'alerte, a dit tout à l'heure Hervé, 2003. À partir de là, on pouvait irriguer. Ça renforçait la qualité, tout allait bien. Je vais présenter alors, ça y est. À flèche, d'accord. Un point d'actualité, puisqu'on a vu des choses dans la presse qui n'étaient pas tout à fait justes, donc je vais vous dire exactement l'évolution réglementaire qu'il y a eu. Comment mesurer la contrainte hydrique et les principes de mise en œuvre. En 2006, vous voyez, 3 ans après 2003, 2 décrets régissent la production et l'utilisation de l'irrigation en vigne. Et là, au mois de septembre, on a un nouveau règlement qui a annulé un des règlements de 2006. Donc, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le règlement général qui s'applique pour tout raisin, interdiction d'irriguer du 15 août jusqu'à la récolte. Et ça, c'est vrai pour toutes les productions de vignes, de raisins, de cuves. Après, le nouveau règlement pour les appellations, qui est plus restrictif. Je m'excuse, mais on a le droit d'irriguer du 1er mai jusqu'au 15 août. Dans l'ancien règlement, c'était qu'à partir du 15 juin, donc on a gagné 1 mois et demi de possibilités d'irrigation. Il y avait obligation que les installations soient en surface et donc les gouttes à gouttes enterrées, qui à mon avis vont se multiplier pour des raisons d'efficience de l'eau, étaient interdits par rapport au contrôle. Et après, toutes les obligations sont toujours les mêmes. Obligation de l'avoir dans l'irrigation prévue dans le cahier des charges et une justification annuelle, c'est-à-dire qu'être dans le cahier des charges, ce n'est pas pour tous les ans. Il faudra systématiquement, suite à une étude sur un référentiel de parcelles, demander auprès de l'INAO l'autorisation d'irriguer à partir de quelle période, et ce sera vérifié et suivi par le préfet. Je vous parle d'une façon très réglementaire, et bien entendu l'application concrète sur le terrain sera peut-être une autre chose. Depuis ce matin, entre autres beaucoup dans l'exposé d'Alain Rinzingle, on parle de stress hydrique, contrainte modérée, stress trop fort. C'est résumé par Alain Carbonneau sur cette diapo qui est un peu peut-être simpliste, mais qui donne bien une idée. La vigne a une croissance végétative, donc des rameaux, mais aussi des baies avant véraison, qui est liée en intérêt dans la zone d'humidité. La photosynthèse fonctionne même avec un début de rationnement de la plante. Par contre, à un moment, la photosynthèse s'arrête. Le différentiel entre ces deux courbes, c'est un potentiel de maturation. Et si on veut arriver après véraison à être au maximum, il faut être dans la zone schématique décrite sur ce schéma. On voit bien que si on reste sur la partie croissance végétative, eh bien, on fait du végétal. Enfin, parcelle trop vigoureuse, les vignerons connaissent ça sur certains millésimes ou certaines parcelles. Et si on a l'arrêt complet, eh bien là, ça ne fonctionne pas non plus.
je dirais, il est partagé d'un point de vue international et après un peu par quasiment tous les organismes que la référence pour mesurer la contrainte, c'est le potentiel hydrique de base. Je voulais rappeler là rapidement, je pense que quand même pas mal de gens, depuis le temps qu'on en parle, commencent à le connaître. C'est les mesures avec la chambre à pression. Un pétiole mis dans une chambre à pression et on regarde la pression nécessaire pour faire apparaître une force de sève, une goutte de sève. Ce potentiel hydrique est très fort, peut descendre jusqu'à 12-15 bars en pleine journée. La plante, la nuit, au moment où il y a arrêt de la photosynthèse, se rééquilibre avec le sol et de 3 à 6 heures du matin, on mesure un potentiel hydrique de base qui permet de savoir où en est la réserve dans le sol, où en est la plante. C'est un indice global très intéressant qui permet de bien se rendre compte de quel niveau de contrainte on est. Pour expliquer cela, en fait, c'est que par rapport au potentiel hydrique de base, donc vous voyez en bas en abscisse à 16 bars la sultanine, qui est un cépage grec d'origine avec lequel on fait des raisins secs. La photosynthèse s'arrête très rapidement. La Syrah résiste un peu mieux, mais en tout cas, le potentiel hydrique de base est bien lié directement au fonctionnement ou non de la photosynthèse. Vu d'une autre façon, sur des essais de la chambre du Vaucluse, le potentiel hydrique de base à 4 bars d'un témoin sec, alors 26 juillet, on va dire avant véraison, on descend à 14 bars en milieu de journée, donc un peu de contrainte sur pendant 2 ou 3 heures, arrêt de la photosynthèse. Et par contre, des parcelles qui étaient à 2 bars de pression, donc irrigation modérée ou irrigation importante, n'ont aucune contrainte avant véraison. Ces mêmes parcelles, un mois après, donc dans la période de maturation, on part de 4 bars ou 3 bars pour les irrigations modérées importantes, ou de quasiment 6 bars pour le témoin sec. Et là, vous voyez que le témoin sec, à partir de 7 heures du matin, plus d'activité photosynthétique. Donc on peut bien imaginer que, je crois de souvenir que c'était sur une Syrah, s'il faut tenir encore 3 semaines sans aucune photosynthèse, les feuilles, le raisin, blocage de maturité, mauvais fonctionnement, mauvaise accumulation dans les raisins. Au global, si on reprend sur un abac avec du débourrement, floraison, véraison, récolte, on peut avoir des grilles de diagnostic avec le suivi du potentiel hydrique de base tout au long du cycle de végétation. Les couleurs, vous voyez bien, sont un peu symbolique. Le côté bleu, absence de contrainte, bleu, vert clair un peu plus, et ainsi de suite. La zone orangée basse, c'est celle qu'il faut éviter d'avoir. On a essayé de mettre en face des objectifs produits, on descend et on a une contrainte plus forte dans un but AOC rouge et en allant à beaucoup moins de contraintes sur des vins de pays blancs rosés. Ce type d'exemple d'abac d'interprétation, vous le verrez sous d'autres formes proposées par l'INRA, Hernan Oreda par exemple, mais il se situe toujours à peu près aux mêmes valeurs seuil. Les principes de mise en œuvre et de pilotage. Par rapport à 3 questions, comment? Je pense que le goutte à goutte aujourd'hui, on ne peut plus faire autrement par rapport à l'efficience et l'économie de la ressource. C'est vraiment une obligation pour les terrains filtrants, les sables. Si on voulait, je dirais de façon un peu comme si on prévoyait un tableau, un calendrier de traitement dans un itinéraire de façon systématique et conventionnelle, déclenchement entre mi-juin et véraison. S'il y a un orage d'été, il y a un arrêt et on reprend après les précipitations en faisant un calcul de l'apport de l'orage. L'arrêt réglementaire au 15 août, donc je partage l'avis développé par Jacques tout à l'heure. Au 15 août, à la rigueur, sur une année précoce, c'est un bon moment d'arrêt pour des chardonnays, mais pour des cépages plus tardifs ou des zones plus tardives, eh bien, c'est un peu dommage. On sait que dans la pratique, l'irrigation ne s'arrête pas, mais je pense qu'on ne pourra pas garder ça longtemps, surtout si les conditions de réchauffement et de précipitation vont dans le sens où elles sont actuellement.
Et puis reprise après la récolte, puisque on est typiquement cette année, on n'a pas eu d'eau significative sur le Narbonnais pour moi depuis mai, parce que moi au moment des vendanges, je n'en ai pas de souvenir. Cet hiver, il n'y en a pas eu. Et les mises en réserve post-récolte ne se font pas. Et alors je dis sans reprise excessive de la croissance, parce qu'on voit des arrosages avec des apports d'azote, où là, s'il y a reprise de croissance, on ne fait pas des mises en réserve. Combien? Une fourchette moyenne, 1-2 mm jour. Alors, certains diront 0,5, certains diront 3. C'est une fourchette moyenne, c'est fonction de beaucoup de choses dont je vais essayer de vous expliquer comment on peut le raisonner. Je dirais avec fréquence rapprochée, quand on voit les effets d'augmentation de température pour certains étés, on ne peut pas arroser tous les 15 jours. Il faudrait se rapprocher. Les choses les plus qualitatives et les meilleures gestions, c'est des arrosages quasiment tous les jours, avec des systèmes automatisés. Ce n'est pas toujours facile par rapport aux installations proposées. En tout cas, il faut au minimum faire un apport d'eau 1 fois par semaine. Et pour aller plus loin, il est nécessaire de mesurer la contrainte pour piloter plus précisément. Alors, il y a les premiers appareils utilisables, c'est de savoir où en est le sol, comment est votre réservoir. La réserve utile est-elle pleine ou vide? Les tensiomètres, pareil, que je présente là, mais il y a d'autres types de mesures. Il faut se mettre, puisqu'on n'est pas sur une plante annuelle, on est sur une plante pérenne avec un enracinement profond, il faut 3 niveaux environ de tensiomètres, 30, 60 et 80 cm. Ça pose des problèmes d'installation dans les sols viticoles. Quand on a des pierres et autres, descendre à 80 cm, replacer autour de la sonde le sol avec sa pierrosité telle qu'il est, une pierre ne gardant pas d'eau, bien entendu, c'est pas facile. Et on a des difficultés pour trouver des seuils des définitions de seuil et un manque de reproductibilité de ce genre d'appareillage. Les sondes capacitives, c'est à peu près le même fonctionnement, les mêmes avantages et les mêmes inconvénients. Ça donne un pourcentage d'eau théorique du sol. Là, par rapport à la référence, par rapport aux évolutions au cours d'une saison, ce qui est intéressant, c'est de suivre une médiane déjà, c'est-à-dire de tripler, là c'est toutes des tensiomètres à 80 cm de profondeur. Vous voyez qu'il y en a un en bleu foncé qui est beaucoup plus bas. On ne l'explique pas, c'est des choses qu'on voit très régulièrement sur le terrain. Donc on prend une médiane et après c'est plus se poser la question de l'évolution. Vous voyez qu'apparemment, entre le 1er et le 15 juillet, le tensiomètre à 80 cm réagit. Donc voilà, là, ça veut dire qu'il fallait à un moment réagir à ce moment-là pour amener de l'eau. Je suppose que les tensiomètres à 30 cm sur cette parcelle auraient réagi avant. Si on prend par rapport au potentiel hydrique de base, voilà la problématique qu'on a avec les tensiomètres. En abscisse, vous avez les potentiels de 0 à 10 bars. En face, à 80 cm, les tensiomètres. La relation, elle est difficile à trouver. Vous dire à quel endroit il faut déclencher, si c'est à 20, donc ce sont des centibars, l'échelle à 200 centibars. Nous ne savons pas trop, sachant que de 0 à 3 bars en potentiel, on est sans contrainte. De 3 à 5 bars, contrainte modérée, au-delà de 5 bars, la contrainte commence à être sévère. Par contre, il y a quelque chose d'assez simple qui a été développé par nos collègues des chambres, principalement de l'Hérault, mais avec l'aide aussi du Vaucluse et Rodriguez, je ne sais pas de quel organisme il est, certainement des chambres. La croissance étant la première fonction physiologique affectée par la contrainte, l'observation des apex permet de quantifier la dynamique de croissance et de voir aussi les reprises de croissance après les rognages ou après les précipitations. C'est simple, c'est peu coûteux, c'est rapide, et vous allez voir qu'on a un peu avancé au niveau étalonnage et échantillonnage. Bon, je vous rappelle rapidement, un apex, on replie les 2 dernières feuilles, l'apex dépasse, on met une note 2. L'apex ne dépasse pas, on met une note 1, et l'apex est sec ou tombé, on met une note 0. Vous voyez, sur cette parcelle, sur un essai, donc en fait c'est une parcelle en coteaux. Complètement à gauche,
Complètement à gauche du graphique, en fait, c'est un sol peu profond de la parcelle, le haut de la parcelle. Vous imaginez une parcelle en coteau. Et complètement à droite du graphique, c'est le bas-fond de la parcelle. On voit qu'au 19 juin, on a une croissance qui est à 1,8, 2, c'est-à-dire croissance maximum. Toutes les apex poussent très fortement, pendant que déjà à ce moment-là, on est à 1,5 en bas de la parcelle. 2 minutes, Denis, pour conclure. 2 minutes. 2 minutes, je dois être pas trop mal. C'est les 2 minutes de rab. Hein. Vous voyez les deux moments où les apex, la croissance des apex ralentit fortement, c'est 2 périodes de rognage et d'essimage. Sur le haut de la parcelle qui est peu vigoureuse, il y a en fait les rognages et les essimages ne servent quasiment à rien, ne changent rien à la croissance. Par contre, il y a reprise de croissance sur le bas de la parcelle. Ah, ça, je l'avais. La corrélation entre le potentiel hydrique et l'observation des apex donne sur 5 millésimes l'ensemble de ces points. Tant que vous êtes à 1,5 de croissance, vous êtes à 3 bars de pression maximum, donc sans contrainte. Et s'il vous reste 5% d'apex en pleine croissance, vous n'êtes pas au-delà de 5 bars de pression. Donc en fait, cette mesure assez simple permet de savoir où on en est par rapport au potentiel hydrique de base. Et les solutions aujourd'hui que nous proposons, l'IFV, mais que proposent aussi des consultants, des boîtes privées, l'ICV aussi, je crois, j'ai vu il n'y a pas longtemps sur leur site, c'est à peu près des fonctionnements de ce type-là, c'est-à-dire à partir de la météo et d'un modèle de bilan hydrique que je ne vais pas développer ici, mais qui tient compte de l'ETP, du coefficient cultural, des pluies, bien entendu, de la réserve utile de la parcelle, de quelques mesures au champ, et là j'insiste parce qu'un modèle, eh bien, tous les ans il se cale, on va avoir un problème pour caler les modèles de bilan hydrique cette année, c'est qu'on a une habitude, c'est de dire que la réserve utile est à son maxi au moment où la plante démarre. Est-ce qu'elle sera 25, 50 ou 100% cette année? J'en sais rien encore. Et voilà. Et donc, on a obligation de faire ou des mesures de potentiel hydrique de base ou d'APEX, en tout cas d'aller observer ces vignes. On peut aussi comparer des références, le rouge, le millésime de référence, le millésime en cours. J'ai beaucoup moins de risques de ne pas arriver à terminer la saison. Je peux stocker de l'eau ou si la sécheresse devient de plus en plus profonde par rapport au problème de ressources qui a été évoqué par BRL, eh bien, je peux encore attendre. On peut aussi le voir par rapport à des comparaisons de sol profond et de sol superficiel. Une idée, par exemple, à l'échelle d'une commune, mais ça pourrait se voir à l'échelle d'une région ou à l'échelle d'une entreprise qui aurait plusieurs vignobles. En bleu, une zone à forte RU, où on voit que les sols profonds ou superficiels ne souffrent pas, et jusqu'à la zone rouge, où là, quasiment tous les sols ont une contrainte qui s'exprime. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, tout doucement, entre les chambres, l'ICV, des boîtes privées, je pense à ITK avec lequel on a un partenariat sur des aspects fertilisation, il va y avoir besoin de connaissances et de suivi modèle, un peu comme aujourd'hui les modèles prévision maladie proposent à la viticulture un feu vert, un feu orange, un feu rouge. Par contre, le pilotage à distance permanente sans observation de vos parcelles ne sera pas possible, à moins qu'on trouve la solution miracle dans les 20 ans à venir pour ce genre de problématique. Merci beaucoup.